Jusqu'à mi-journée, informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut, nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Irrigator. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la radio ce matin, radio Taxi FM Lomé. Comme annoncé, Taxi Près de ce jeudi se propose de diffuser la conférence de presse de l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko Podjoro. Hier, devant la presse, l'ancien président de la conférence nationale souveraine, ancien président du Haut Conseil de la République, s'est prononcé sur la crise socio-politique de notre pays. Une crise qui va peut-être trouver une issue à partir d'aujourd'hui, puisque les acteurs se rencontrent cet après-midi pour réfléchir sur comment sortir le Togo de cette crise politique. Donc, il se prononce sur le dialogue politique togolais en préparation, mais avant, il revient à peu près sur son cheminement, ses rencontres avec le général Eyadémon, comment le Togo a passé cette période de 90 à aujourd'hui. Je vous propose d'écouter Monseigneur Philippe Fanoko Podjoro. La première partie, c'est maintenant. Et d'entrée de jeu, je dis que les esprits sont d'une intelligence fine et subtile, grâce à laquelle ils ont une perception de l'avenir plus perspicace que nous les hommes, ce qui leur permet de repérer parfois parmi les étoiles celles dont l'éclat reflète le projet divin que réaliserait une personne pour le bien d'une nation, mais qui contredit leur plan à eux. En ce sens, le recul de mon histoire personnelle, avec ce recul-là, je perçois comment la main du Seigneur m'a conduit à travers des difficultés pour que je sois son instrument de salut pour la vie de l'Église et de la nation togolaise. Voilà l'introduction que j'ai pensé faire. En disant ceci, je vais remonter aux 2 dernières années de ma formation au petit séminaire Saint-Jean d'Arc de Ouidah. En classe de seconde, on nous a présenté pour la première fois au BPE, brevet d'études primaires élémentaires. Notre classe avait présenté 12 élèves. Et puis par malchance, 5 seulement ont reçu. Ils ont réussi. Parmi les 5, j'étais le seul Togolais du village de Tomengbe. Nous étions 3 de Tomengbe. Alors, j'étais très gêné. Retourné au village, je me suis joint à mon frère Hyacinthe, le futur professeur Podjoro, le vénéré mémoire, et à Fidèle aussi, le vicaire général de Monseigneur Atakpa, le vénéré de moi. Je me suis joint à eux pour dire que nous avons tous échoué. Ils ne voulaient pas dire que moi j'ai réussi et que mes frères ont échoué. Nous avons tous échoué. Mais seulement, quelques jours après, il y avait parmi les villageois un intellectuel qui a lu dans le journal officiel que moi j'étais admis. Alors il est venu proclamer cela au village, au père de la mission et à mes parents. Le père de la mission m'a tiré un peu l'oreille, qu'il faut toujours dire la vérité. Papa, lui, en était tellement content qu'il s'est rendu au Ghana, à Accra, pour m'acheter un grand harmonium made in Liverpool. Comment ce paysan a pu s'informer pour trouver cet appareil, Dieu seul le sait. Et quand on l'a transporté à bras d'homme jusqu'à Tomengbe, de Djansikan jusqu'à Tomengbe, je ne savais pas jouer à l'harmonium. Donc,
c'est le père curé, le père Cotez, qui a joué comme premier cantique l'Ave Marie de Lourdes. Et nous avons pris Ave, Ave Maria. C'était un événement dans tout le village. Après cela, moi, je me suis mis à étudier l'harmonium, mais le même Agbetete Paul s'en va à Atapamé, chez le commandant du cercle d'Atapamé, pour solliciter une bourse d'études à Paris pour le premier apposo breveté. Et c'était moi. Il a réussi sa démarche et il vient me l'annoncer avec joie. Quand il me l'a dit, j'ai dit, mais écoute, monsieur Agbetete Paul, je ne t'ai pas demandé de me chercher une bourse. Moi, je vais être prêtre. Savez-vous ce qu'il m'a répondu? Il me dit, merde, tu me fais chier. C'est la première fois que moi j'apprenais le verbe chier en français. Et il est sorti à claquer à la porte. L'année suivante, c'est la classe de première. Là, encore, le Seigneur a fait pour moi de grandes choses. Les supérieurs ont décidé que moi, première, élève en classe de première, je sois le doyen de tous les petits séminaristes togolais et béninois. Alors que moi, c'est mon frère, professeur Pandron, qui était mon modèle. Quand je faisais un peu le gamin, je le regardais. Quand il était très sérieux, j'essayais de le copier. Voilà, on me dit que moi, je suis le doyen de tous les séminaristes togolais et béninois de la maison. On va au bac, et cette fois-ci, bac 1, tous les trois, nous avons été admis. Donc, la fête au pays a été très grande. La joie très grande. Mais en plus de cela, un fait extraordinaire. Mon évêque, Monseigneur Strebler, était parti à Rome chercher pour moi une place pour étudier la philosophie à Rome. L'ayant trouvé, il écrit à son vicaire général, le père Riguette, de me donner la soutane. Parce que au collège de la propagande à Rome, tout le monde porte la soutane. C'est ainsi que de façon exceptionnelle, moi, élève en première avec le premier bac, on me fait une fête très grande à Tomébé et on me donne la soutane. Tout le monde venait me saluer. Mon père, bon, il a dit non, ce n'est que le premier pas. La population était tellement contente qu'elle a cotisé de l'argent. En 1952, moi, séminariste en soutane, on me remet une offrande de 111 000 francs CFA. À l'époque, j'étais le plus riche de tous les séminaristes du Togo. Je pars pour Rome. Ah, là-bas, les choses deviennent différentes. Après 3 mois seulement, je tombe malade. Mais une maladie tellement dangereuse pour les études que j'ai perdu tout espoir de pouvoir étudier. Parce que j'avais attrapé ce qu'on appelait esaurimento nervoso en italien, c'est-à-dire dépression nerveuse. Je ne pouvais plus étudier pendant 2 ans. Mon évêque se fâche et il prend un billet pour que je revienne à la maison par bateau. Moi-même, n'en parlons plus. J'étais complètement démoralisé. Et c'est le recteur de notre collège qui a dit non à la décision de Monseigneur. On va s'arranger avec les médecins et
petit à petit, le pauvre type, le pauvre gamin là, il retrouvera sa santé. Cela a duré 2 ans. Un brave médecin neurologue a su me soigner et me permettre de reprendre les études. J'ai étudié les leçons minimales pour devenir un jour un prêtre. Si bien que le jour de mon ordination sacerdotale, j'ai cru que je ne méritais pas d'être prêtre. C'est pourquoi, après la messe de mon ordination, j'ai été prié à la chapelle et demandé à la Vierge Marie de dire à son fils de bien vouloir m'accorder seulement 5 années de vie sacerdotale, après quoi je peux mourir et aller me reposer. Mais le directeur spirituel de notre collège et le recteur se sont opposés à moi. Ils disent, retourne à l'église. Ta prière est une prière orgueilleuse et égoïste. Tu vas demander pardon et te remettre à la Vierge Marie pour que elle demande à son fils d'adapter ta vie à son plan qu'il a sur toi. Tu ne le connais pas. Alors, je l'ai fait. À la fin de l'année, par obéissance, on m'envoie à l'université de Fribourg, en Suisse, pour que je puisse préparer le baccalauréat 2 et une licence d'État. Puis c'est fini, parce que j'avais toujours des maux de tête. Manque de peau, à Fribourg, le froid était extraordinaire. C'est l'Europe continentale, la Suisse. Il faisait plus froid là-bas qu'à Rome. Je n'ai pas pu tenir, j'ai attrapé des arthroses et mon évêque a dit, ça suffit, cette fois-ci, reviens. C'est ainsi que je suis revenu de l'Europe après 9 années d'absence continue. Il n'y avait pas d'argent, on n'avait pas d'avion en ce moment-là pour revenir chaque année. Donc, 9 années continues. J'étais revenu avec une santé délabrée. Et les supérieurs ont dit, eh bien, on va le mettre à enseigner au petit séminaire. Le français, le latin, le grec. Comme ça, petit à petit, il va reprendre sa santé. Alors donc, je me suis dit qu'en ce moment-là, les esprits qui avaient pu voir dans mon étoile un type un peu spécial, ils se sont dit, oh, ce pauvre type qui ne sait qu'enseigner que le français, un peu d'anglais, latin, à quoi va-t-il servir? Alors ils m'ont laissé tranquille. Ils ne m'ont vraiment pas embêté. J'ai continué ce petit travail avec ma pauvre santé. Seulement, les plans de Dieu ne sont pas les plans des hommes. Mon évêque, Monseigneur Atakpa, tombe malade et il a fondé un petit séminaire Saint-Paul à Atapamé. Il me nomme recteur de ce petit séminaire et lui-même a tellement d'ennuis de santé que le Saint-Père, le pape Paul VI, a voulu choisir parmi les prêtres africains, on était à peine 6, un successeur à Monseigneur Atakpa. Mes collègues étaient beaucoup plus costauds, plus brillants que moi, mais la nouvelle vient un jour et le pape dit qu'il nomme administrateur apostolique du diocèse d'Atapamé avec caractère épiscopal l'abbé Philippe Pazot. Cette nouvelle a été comme un tonnerre déjà dans un ciel orageux du Togo. Et je crois que les esprits qui avaient pressenti que mon étoile
servirait beaucoup plus l'Église, ils se sont dit, ah, nous sommes trompés, et on l'a laissé tranquille. Eh bien maintenant, nous allons nous rattraper. Et alors, ils ont combiné tellement de difficultés pour mon ordination épiscopale qu'ils ont mis tout en œuvre, toutes les instances sociopolitiques de ce pays pour qu'ils empêchent mon ordination de se réaliser. Ceux qui sont un peu d'un certain âge se souviennent des événements du 2 mai 1976 au Togo. J'avais demandé au cardinal Zungrana, archevêque de Ouagadougou, de venir m'ordonner évêque. Parce qu'il était très ami à Monseigneur Yago et à Monseigneur Atapa. Eh bien, la JRPT, en ce moment-là, la jeunesse militante, et JRPT, discipline. On avait à Atapamé le chef Cyr, Ali Paul Toussaint, qui avait la jeunesse en main. Alors, ils se sont organisés. Et au 1er mai, où les gens travaillaient pour faire les apatames pour mon ordination à Atapamé, la procession, le défilé des travailleurs a été orienté vers l'évêché d'Atapamé. Et quand ils sont venus, arrivés là-bas, moi, j'étais en retraite à Afagnan, retraite pour devenir évêque. Quand ils sont arrivés à l'évêché, ceux qui étaient déjà préparés pour ont reçu l'ordre de tout casser, de tout incendier. Et c'est ce qu'ils ont fait. La ville était en émoi. Monseigneur Doucet réussit à me joindre à Afagnan. Et il me dit, Monseigneur Poisson, ton sacre ne peut pas avoir lieu à Atapamé parce que les gens d'Atapamé ne veulent pas de toi. Et dit, oh, ne veulent pas de moi. Oui, ils ne veulent pas de toi. Ils ont tout cassé. Alors il m'a décrit ce qui s'est passé à Atapamé. J'ai dit, je m'en vais pour voir de mes yeux. Il dit, Philippe, ne prends pas cette audace-là. Je vais demander au chef Gounou, de Gounou Tropé, de te prendre dans sa voiture. C'est plus prudent. Et c'est ça que nous avons fait. J'arrive à Atapamé à 9h du soir. Tout est démoli, saccagé. Alors, je convoque un petit conseil. Et mes amis, comment on va faire? Les évêques qui vont m'ordonner sont déjà arrivés à Lomé. Et ils ne peuvent pas venir à Atapamé. Écoutez, c'est pas grave. Pour devenir évêque, on n'a pas besoin de faire une grande fête. On va m'ordonner dans la chapelle de Notre-Dame d'Afrique, des Sœurs. Ça nous suffit. Alors, il y avait parmi l'assistance un commissaire, je ne donne pas son nom, ancien séminariste. C'est lui qui lève le doigt et qui me dit, Monseigneur, si vous voulez qu'on vous ordonne évêque à Atapamé, dans la chapelle des Sœurs, on viendra vous taillarder avec des machettes. N'essayez pas, hein. Alors, que faire? Je prends le téléphone et j'appelle Monseigneur Doucet. Je dis, Monseigneur, vraiment tu as raison. Atapamé, tout est à terre. Et je ne peux même pas me faire ordonner prêtre évêque dans la chapelle des Sœurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Les évêques sont déjà là. Ils étaient 12 ou 13, archevêques et évêques. Alors Monseigneur me dit, bien, viens à Lomé. On va chercher une église, nous allons vous consacrer là-bas. J'ai dit, mais à quelle heure? Il dit, quand est-ce que tu peux venir et être prêt? J'ai dit, dans l'après-midi. Il dit, non.
c'est prévu à Tapamé pour 9h. Viens, on va faire ça à Lomé à 9h. Alors, j'ai voyagé toute la nuit. Et pendant que je descendais à Tapamé, à Lomé, eh bien, des voitures montaient à Tapamé pour la fête. Et je leur disais, descendez à Lomé. Ils ne comprenaient plus rien. À Lomé, donc, nous avons commencé la cérémonie à 9h, ponctuellement. Grâce à Dieu, le sacre a eu lieu. J'ai été ordonné évêque. Et pendant la consécration, guidi, la clochette, on entendait défoncer la porte, le portail, les fenêtres, parce que nos frères habillés avaient reçu des ordres de venir empêcher justement cette ordination. Alors, on dit que l'ignorance, c'est le 8e sacrement. Ils ont confondu seulement consécration épiscopale, consécration eucharistique. Ils étaient arrivés à temps. Mais comme ils croient que c'est pendant la consécration eucharistique qu'on consacre l'évêque, quand ils ont entendu les clochettes, alors ils ont commencé à s'agiter. Et parmi eux, je me souviens très bien, il y a un qui a sauté par la fenêtre de l'église à Moutivé et est allé dégager le portail pour que les autres entrent. Et il a monté jusqu'à l'hôtel. Qui est Monseigneur Pozo? Où est Monseigneur Pozo? Personne n'a indiqué l'intéressé. J'étais à côté du cardinal et je transpirais et nous étions tous en train de célébrer. Personne n'a doigté l'intéressé. Alors, furieux, il se baladait avec son revolver. Hein. Je transpirais à grosses gouttes. Furieux, il redescend et avec le ciel, ils ont commencé à frapper les gens. Les chrétiens ont résisté. Ils ont chanté le pater, notre Père là, avec une piété digne des premiers martyrs. Impassible. Les coups de lanière pleuvaient sur eux. Et alors, le cardinal Giuliana a commencé à faire distribuer la Sainte Hostie, la communion. Quand le Père dit le corps du Christ, beaucoup de chrétiens, avant de dire Amen, disent Yesu Medinao, Amen, Yesu Makudao, Amen, Yesu Meneto, Yesu, Amen. C'est-à-dire, il y a eu une exaltation mystique que nous n'avons jamais plus vécue au Togo. Après, comme les coups devenaient très forts et plus nombreux, le cardinal a crié « Allez dans la paix du Christ !» Nous rendons grâce à Dieu. L'église s'est vidée. Voilà ce qu'on a vécu ce jour-là. Moi, on m'a caché quelque part, heureusement. Les soldats me cherchaient partout, les militaires me cherchaient partout. Ils n'ont pas pu me trouver. Le lendemain, la délégation des 11 évêques s'en va voir le chef de l'État, président Yadema, pour protester contre la violation de la loi sacrée, sacro-sainte de l'hospitalité africaine. C'est plutôt le président qui s'est fâché contre eux. Que comment l'Église catholique ose nommer un évêque sans demander l'avis du chef de l'État? En tout cas, pas au Togo ici. Votre évêque que vous avez nommé et vous avez sacré sans moi, on va voir s'il peut aller à Tapamé travailler. Le défi est de taille. Il fallait rester tranquille. Le pape Paul VI m'écrit, me dit, Monseigneur, patience. C'est Dieu seul qui saura résoudre ce problème.
délégation sur délégation, non apostolique, archevêque qu'on a passé chez le président, net. Au contraire, le président avait fait un voyage à Paris et les journalistes, c'est vous, votre espèce, ils l'ont tellement assailli de questions qu'il est devenu humilié. Et tout le Togo s'est mobilisé pour le consoler. Vous imaginez? Donc, le cas a encore empiré. Alors, je suis resté tranquille dans 2 chambres que Monseigneur Bosset m'a données à l'école professionnelle Brother-Home. J'y ai passé en tout 4 ans et 8 mois en exil. Finalement, c'est le pape Paul VI qui résout le problème en faisant un cadeau massivement pontifical, la construction d'un hôpital, comme un cadeau au gouvernement et au peuple togolais. Je vous raconte cette affaire-là parce que c'est le point de départ de toutes les difficultés que j'ai eues dans ma vie avec le pouvoir politique. Voilà. Le pape a fait de son mieux et finalement, c'est mon papa, vieillard de 92 ans, qui est allé de Tomegbe à Pia pour supplier le président, d'abord le remercier, le féliciter, que sans lui, il était impossible de faire le trajet Tomegbe-Pia en un jour. On y mettait au moins 1 semaine. Donc, il le félicite pour ce travail-là. Il le félicite également pour la paix qu'il avait apportée au Togo, où tout le monde chante et danse. Par conséquent, lui, il a une petite requête seulement de permettre à son fils, qui a été ordonné évêque, de retourner au pays pour qu'il puisse l'accueillir et aller raconter au pays des morts qu'il a pu accueillir son fils avant de mourir. Le président a été secoué par cette simplicité. Et lui dit, mais c'est la première fois que j'apprends que ton fils, Pedro Philippe, n'est pas encore à Tapamé. Je pensais que depuis longtemps il y était. Écoutez, pour faire un évêque catholique, est-ce qu'on a besoin d'un militaire? Moi, je suis militaire, je ne fais pas d'évêque. Pour faire un évêque catholique, est-ce qu'on a besoin d'un protestant? Je suis protestant. Donc, si ton fils a des problèmes, c'est parmi les catholiques eux-mêmes. Et ils vivraient. Les difficultés ont été suscitées par des prêtres catholiques. Voilà. Malheureusement, nous sommes des humains. Alors, il a dit au vieux de me dire de retourner à Tapamé, mais pas de ne pas aller directement. D'y aller une fois, aller-retour dans la journée, revenir à Lomé. Une seconde fois, aller-retour en plein jour, revenir à Lomé. Une troisième fois, s'il n'y a pas de réaction, c'est que c'est terminé. En tout cas, chez lui, la page est déjà tournée. Papa me fait la commission et j'ai demandé audience pour qu'il me reçoive. Ce qu'il a fait. Il était tellement content, il m'a dit que j'ai un papa admirable, qu'il est parmi les sages du Togo. Et on a pris un café, petit café, au petit déjeuner ensemble. Alors, j'ai effectué le voyage de retour à Tapamé, comme j'ai reçu l'information. Et le 21 janvier 1980, 4 ans et 8 mois après mon ordination, à minuit, je suis allé à Tapamé, j'ai allumé tout, et puis voilà, aucun désordre, et je suis là. Vous allez comprendre pourquoi j'ai été fortement surpris lorsque, après avoir essayé de travailler, de faire boucher double œuvre pastorale pour mon diocèse, où pendant longtemps, mon prédécesseur à Takpa était malade, et où moi aussi,
après 4 ans et 8 mois d'exil, j'ai du boulot comme ça. Et je me suis dit, politique, je n'entre pas là-dedans. Terminé. Donc, ma grande surprise, c'est que, revenant d'un voyage de Porto Novo, j'ai fait un concert à Cotonou chez Monseigneur Ignace de Souza et Monseigneur Isidore de Souza. Et voilà, il me reçoit, il dit, ah, Dieu est grand. Mais, Monseigneur Pozo, quel bon vent t'amène ici? Parce que, justement, une délégation des partis togolais, des partis politiques du Togo, vient de me quitter et me prie de te voir pour que tu acceptes de diriger la conférence nationale qui va se tenir dans quelques jours. Lui, c'est lui qui a dirigé sa conférence nationale au temps de Kérékou, avec succès. Et voilà, c'est à lui qu'on vient demander de me voir pour me demander d'accepter de présider la conférence. Je l'ai écouté et j'ai dit, Monseigneur, erreur. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Et dit, oui, ils ont dit, Monseigneur Pedro. J'ai dit, mais s'ils sont de Lomé, ils savent que parmi nous les prêtres du Togo, le mieux formé en politique et en journalisme, c'est le père Dovi. Il faut le prendre, puis c'est fini. Pourquoi on cherche midi à 14h? Il dit, en tout cas, c'est toi qu'on veut. Je prends ma voiture, j'arrive à Lomé et je vais directement à l'archevêché, chez Monseigneur Dossé. J'arrive chez Monseigneur Dossé, il dit, bonjour. Oh, Dieu est grand. Ah, quoi? Pourquoi? Ah, d'où sors-tu? Il dit, je viens de Porto Novo. En tout cas, les partis politiques sont venus me voir pour me demander de choisir un évêque du Togo pour diriger la prochaine conférence nationale. En tout cas, ce n'est pas moi. Hein. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec mes prêtres. Je ne peux pas faire ça. Moi, M. Bakpessi a été opéré 5 fois dans les yeux. Il est handicapé. Il ne peut pas faire ça. Tu seras d'accord avec moi que nous ne pouvons pas demander à Monseigneur Anilunda que nous venons d'ordonner il y a 2 ans. C'est notre cadet. On ne va pas lui demander ça. Bonjour. Ah, les soeurs sont jetés sur quoi? Oh, bon, je vais serrer la main et j'ai continué sur la tapamie. 3 jours après, une Belge noire débarque à l'évêché d'Atapami. Et c'est le ministre Mivedor, à 10h, qui sort et qui vient me voir au bureau. Ah, Monseigneur Pozo, je viens de la part du président Eyadema. Il m'a envoyé pour te demander que c'est toi que lui choisis pour la conférence nationale qui va se tenir dans quelques jours. Mes amis, mettez-vous à ma place. Ah, je ne peux plus refuser. Alors il dit, bon, monsieur le président, vous savez que c'est une affaire démocratique, hein? Donc, j'accepte en principe votre demande. Mais sachez que c'est le peuple qui va choisir le président pour sa conférence nationale. Et M. Mivedor va dire au président. Tchou. Le jour arrive, dès qu'on a fait le curriculum vitae, on a présenté ça à l'Assemblée. Ils étaient 1200 délégués. Dès qu'on a présenté mon curriculum vitae, c'est lui. Avocat Boudjou. Bon, alors, j'ai accepté. C'est le chef d'État lui-même qui a ouvert la conférence nationale. Et, première semaine, le doyen d'âge des délégués,
c'est M. Namoro Karamoko. Il est de Dapao. C'est lui, doyen d'âge. Il avait plus de 80 combien d'années. C'est lui qu'on a choisi avec Madame Brigitte Adjamagbo Johnson comme bras droit. C'est eux qui, en une semaine, ont balisé le chemin que nous devions parcourir et qui avait tant de difficultés. Bon, leur mandat a été fini le vendredi. Donc, lundi au vendredi. Le vendredi, ils ont donc élu le président du présidium et ses collaborateurs. Lundi, alors, nous avons commencé les travaux. Que s'est-il passé? Mon premier discours a été applaudi pendant je ne sais pas combien de temps. Pourquoi? Parce que j'ai commencé ainsi. Honorables délégués, mesdames, messieurs, en 1789, un célèbre orateur français, Mirabeau, au cours d'une réunion des États généraux, a dit ceci, je cite: « Nous sommes ici par la volonté du peuple, nous n'en sortirons que par la force de la baïonnette. » Applaudissements. Je prends le maillet, je tape la table, j'ai rien à faire. Finalement, j'ai obtenu silence. Évidemment, une telle citation en bouche d'évêque, ça doit choquer et scandaliser. Mais pourquoi moi je l'ai fait? J'ai voulu tout simplement fustiger les erreurs et les excès de la Révolution française. Parce que celui-là, quand il a fait son discours, la suite de ce discours, c'est des délations, guillotines, assassinats, etc. Et j'en passe. Et je n'ai pas voulu que cela se reproduise ici. Et c'est pourquoi j'ai fait cette citation pour dire après, voilà, le cas du Togo n'est pas le cas de la Révolution française. Le cas du Togo, c'est une conférence qui a été ouverte par le chef de l'État, qui a été souhaitée par les partis politiques, qui a été, confirmée et soutenue par des groupes togolais qui sont en prière et qui nous voient directement. Parce qu'ils savent que de cette importante rencontre, le Togo va se réconcilier, voir ce qui va et ce qui ne va pas, et apporter des solutions pour que notre marche de demain soit encore plus merveilleuse. Donc, j'ai donné vraiment le point positif de l'objectif de la conférence nationale. On arrête, et alors, dès le lendemain, acte 1, la conférence se proclame conférence nationale souveraine. Mes amis, mettez-vous à ma place. On n'avait pas mendié, on n'avait pas marchandé. Conférence nationale souveraine avec le chef de l'État. C'était une conférence nationale. Mais les Togolais, qui ont beaucoup de choses à se dire, parce qu'ils ont beaucoup souffert, eh bien, les Togolais ont profité pour se proclamer souverains, afin d'avoir l'ordre du jour et puis étudier la question provoquée, savoir qu'est-ce qui va dans notre pays, qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays. C'est le contraire du Bénin. Il y a un problème parce que je vois que c'est pas à mon niveau. Ok.
ce qui était passé au Togo, c'est le contraire du Bénin. Le Bénin avait suivi sous Mathieu Kédékou la politique communiste, marxiste, léniniste que le président imposait à tout son peuple. Et ce système communiste a porté le Bénin au bord du gouffre économique. Les fonctionnaires étaient devenus mendiants. C'est pourquoi, par sursaut de patriotisme, ils se sont ressaisis pour essayer de sortir de ce système-là. Tandis qu'au Togo, tout allait bien extérieurement. Il y avait un parti unique qu'on appelait RPT, où nous étions tous membres. Et puis, partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y avait animation, on dansait, on chantait, tout le monde pensait que ça allait bien. Et il y avait réellement une apparence de bien-être remarquable. Mais là-dessous, le peuple souffrait et ne pouvait pas le dire. Alors il a fallu 2 jeunes, Longo, en 1990 là, et son compagnon, qui ont commencé à se soulever. C'est les jeunes que ça ne va pas. Et alors, ils ont été épaulés par le Code 2, les partis togolais, les partis politiques, Code 2. Ils ont emboîté le pas. Et ils ont commencé à demander une conférence comme au Bénin. Voilà ce qui s'est passé au Togo. Au Bénin, c'est la misère qui les a fait sortir de ce système. Au Togo, il y avait un bien-être évident, apparent, extérieur. Mais là-dessous aussi, il y avait un malaise qu'on n'arrivait pas à exprimer. Alors donc, c'est ce malaise qui a été exploité pour que nous fassions notre conférence nationale. La conférence nationale souveraine a été pratiquement comme une autopsie de la société et de l'économie togolaise. Ce n'était pas contre le président Eyadema. C'est autopsie. Ceux qui souffraient ont eu la possibilité de venir dire « Moi, voilà ce que je souffre. Moi, voilà ce que je souffre. » Alors donc, c'est cette découverte des souffrances qui étaient cachées et qu'on ne connaissait pas. C'est cette découverte qui a fait que le peuple a dit « Oh, si c'est ainsi, alors non, il faut changer. » Voilà. Donc, je mets comme titre « Autopsie des souffrances du peuple togolais ». Plus tard, les autres disaient que la conférence nationale souveraine a été une accusation au tribunal du président. Je dis non. C'est moi-même qui ai dirigé. Si c'était vraiment une accusation, le président serait intervenu et arrêté. Parce que moi, en tant que président de la conférence nationale souveraine, j'allais me rendre compte de ce que nous faisions. J'allais me rendre compte. Et chaque fois que moi j'y allais avec mes 2 vice-présidents, Kofigo, Maître Kofigo, et Keteoli, Nestor, non Keteoli, Diato, eh bien, quand nous rentrions dans la salle Pharaon, les délégués nous huaient, que nous étions des traîtres. Je leur ai dit non. Il faut informer le chef de l'État pour qu'il sache la marche de notre société, ce qui va et ce qui ne va pas. Je n'entre plus dans les détails. Mais l'effort que j'ai fait, c'est que je suis allé voir le président avec mes vice-présidents et à la fin de notre échange, j'ai prié, les 2 vices m'ont dit, Monseigneur,
vous seul, restez avec le président. Vous avez certainement des choses à lui dire que nos oreilles ne vont pas entendre. Alors j'ai profité. Ce jour-là, j'ai dit, Monsieur le Président, la conférence va à bon train, mais il manque quelque chose. Venez nous faire une visite, vous-même, pour voir le climat dans lequel nous sommes en train de naviguer. Quand vous viendrez, alors j'ai imaginé, pour le mettre à l'aise et le préparer. Quand vous viendrez, voilà ce qui va se passer. Pendant un quart d'heure ou 20 minutes, ils vont vous chahuter. Gardez votre sang-froid. Ne vous énervez pas. Laissez-les se déboutonner. Une fois qu'ils auront suffisamment hurlé, dit ce qui ne va pas dans leur cœur, je prendrai le maillet. Silence! Taisez-vous! Le chef d'État est là. Il va nous parler. Monsieur le Président, vous prenez la parole. Et qu'est-ce que vous direz? D'abord, demandez excuse. Que toute œuvre humaine a ses imperfections, ses points positifs et ses points négatifs. Eh bien, nous avons fait un bout de chemin ensemble et aujourd'hui, vous faites le constat de ce qui a été positif et de ce qui a été négatif. C'est humain. Par conséquent, maintenant je vous fais une promesse. On va recommencer la même marche et à l'avenir, j'éviterai ce qui vous a fait souffrir. Monsieur le Président, voilà la confidence et l'invitation que je vais vous faire. Il m'a regardé. Il dit, Monseigneur Poisson, je vous le promets. Il s'est levé, il m'a serré la main et m'a conduit à la porte. Mes deux vice-présidents attendaient sous un arbre. Je vous le promets, merci, merci, merci. De cette conversation, je n'ai pas ouvert la bouche pour dire quoi que ce soit à mes deux vice-présidents. On est retourné dans la salle, on a continué le travail de façon normale, mais 2 ou 3 jours après, un après-midi, l'un des délégués, je tais le nom, l'un des délégués s'en va au micro et il dit, honorable délégué, il paraît que mardi prochain, monsieur Eyadema va venir dans cette salle. Nous n'allons pas lui étaler le petit tapis rouge. On va l'arranger correctement. Oui, il nous a fait souffrir. Voilà. On verra. En tout cas, je vous informe. D'où tenait-il cette information? Moi, je ne savais pas. Plus tard, je pense que c'est le chef d'État lui-même qui a voulu demander conseil à l'un de ses conseillers, s'il fallait y aller ou pas. Et peut-être que c'est ce conseiller qui a vendu la mèche. Et c'est parvenu aux oreilles de l'un des délégués qui est venu enflammer la salle. Eh bien, à partir de cet incident, le président n'est pas venu. Vous voyez? Et Blaise Pascal, en racontant la fête de Noël, a dit ceci, que si le nez de Cléopâtre avait été moins long, la face du monde entier serait changée. De quoi s'agit-il? Cléopâtre était une très belle femme qui était aimée de Antoine. L'épide Antoine était le rival de Auguste. Et ça fait qu'ils ont livré bataille, combat naval à la guerre. Alors Antoine, qui était un général très fort, mais prit
emmouraché de Cléopâtre à cause de son nez, au lieu de combattre l'ennemi en face, il donnait des ordres pour que... Oh, le beau nez de madame. Oh. Alors, pendant ce temps, Auguste, lui, il avançait. C'est ainsi qu'à cause du nez de Cléopâtre, l'épide Antoine a perdu la guerre. Et c'est Auguste qui a vaincu. Et c'est Auguste qui a établi la paix dans le monde entier, période pendant laquelle Jésus est né, parce qu'il y avait la paix. Oui, les événements du monde, hein, ça dépend d'un petit rien. Eh bien, je reviens à notre histoire. Cet incident nous a vraiment tous déplu. Personne n'a approuvé ce que ce délégué avait dit au micro. Mais il a déjà gâché tout le travail. Le plus fort, c'est que dans la même semaine, le vendredi matin, à la fin des travaux, on m'apporte un message qui dit que le chef de l'État et quelques ministres étaient en train de comploter, de monter, de concocter un complot contre la conférence nationale. Je reçois ce message, je dis, oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Vrai ou faux? Mais les personnes qui m'ont envoyé la lettre, c'était des personnes très sérieuses. Alors il me dit, Monseigneur, en tout cas, vous êtes informé. Alors, je convoque rapidement un conseil parmi mes consulteurs habituels. Et le plus sage du groupe me dit, ah, Monseigneur, pour une telle nouvelle, il faut la lire, dénoncer à la manière de Sékou Touré. Lisez ça tel quel. On rentre à la maison pour midi et dans l'après-midi, nous revenons. Après les formalités d'usage pour le début, je prends la lettre, le message, je l'ouvre et je le lis. Voilà un message qui m'est parvenu. Il est très curieux, chers amis. On dit que le président et Yadema et quelques ministres sont en train de comploter pour éliminer certains délégués de la conférence nationale souveraine. Un incendie n'a pas autant d'effet. La chambre s'est enflammée. Et impossible. Il y avait dans la salle 2 ministres. Le premier va au micro et proteste énergiquement. Et il se met à pleurer, à chaudes larmes. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Aviyome. Voilà, donc, vous connaissez déjà qui ça peut être. Le second emboîte le pas et il prend le micro. Il dit, moi, je suis un apprenti chrétien, mais je suis complètement innocent de ce qui a été dit. Je ne sais rien. Oh. Monsieur Okansé, je peux maintenant appeler son nom parce qu'il n'est plus vivant. Okansé s'en va au micro et dit, cette information est absolument vraie. Il a commencé à citer les noms des ministres qui, avec le chef de l'État, sont en train de... Mes amis, on ne pouvait plus avancer. Alors, j'ai pris le micro et j'ai crié plus fort. Arrêtez! C'est la fin des travaux. Rendez-vous pour lundi prochain. Allez, partons! La salle s'est vidée. Vraiment, c'était intenable. Le téléphone sonne à la cabine. À ce moment-là, on n'avait pas les portables. Il fallait aller à la cabine. Je vais à la cabine,
et c'est le chef de l'État, Monseigneur Poisson. Faites un démenti de cette information qui vous est arrivée. Les dépêches pleuvent sur mon bureau. Allez, faites un démenti. Il a dit, non, monsieur le président, je ne peux pas faire de démenti parce que les 3 personnes qui m'ont apporté cette information sont des personnes absolument dignes de foi. Il dit, ah non. Il dit, ah non, monsieur le président, je regrette. Les personnes qui m'ont apporté l'affaire ont disparu. Je rentre à la maison et le président m'envoie ce qu'il appelle le comité des sages. 5 personnes ayant à leur tête mon grand frère, Monseigneur l'archevêque d'Ossé, et le modérateur de l'église protestante, le modérateur de l'église évangélique, pour me dire d'arrêter les travaux. Sinon, lui-même prendra un décret pour arrêter les travaux. Alors, je dis à la délégation, je vous remercie beaucoup de m'avoir informé, mais veuillez dire au chef de l'État qu'en démocratie, une personne ne peut pas arrêter toute une conférence nationale. Que lundi, je vais informer le présidium et puis les chefs des partis politiques, les chefs traditionnels, et ensemble, on trouvera la solution qui va pour le mieux pour nous tous. Meilleure solution pour nous tous. Taxi FM. Taxi FM. Taxi Presse. Merci d'écouter Radio Taxi FM. On a écouté la première partie de la conférence de presse de Monseigneur Philippe Fanoko Poduro hier. Nous proposons la suite. Il racontait les croustillantes informations liées donc à la conférence nationale souveraine. Eh bien, lundi matin, au lieu d'arriver au service à 8h, les membres du présidium sont arrivés à 8h30. Le temps de les informer et d'appeler les chefs des partis politiques pour que je leur expose ce dont il s'agit, l'objet de la requête du chef de l'État, eh bien, le téléphone sonne. Je me rends au téléphone, c'est là encore Monseigneur l'archevêque, mon frère, qui m'interpelle. Il dit, mais, Monseigneur Poisson, le président me fait dire de te dire, as-tu oublié sa demande? J'ai dit, oh, Monseigneur, dis-lui que je viens de finir l'information avec le présidium qui est venu en retard. Je suis au niveau des partis politiques, puis après je verrai les chefs traditionnels, puis on va aller dans la salle pour délibérer et voir comment arrêter. Il dit en tout cas, le président t'avertit que si tu ne fais pas aujourd'hui l'arrêt qu'il a demandé, lui-même va intervenir par décret. Alors, j'ai dit au chef des partis, Gamessou, allons dans la salle. Présidium, allons dans la salle. Quand nous sommes entrés, les délégués se morfondaient déjà, toujours ils sont en retard, toujours. Bléou. Et je rapporte l'information du chef de l'État. Pendant que je parlais encore, pour dire voilà le désir du chef de l'État, quoi. Ouf, on a éteint l'électricité. Parce que de tout le Togo, les gens suivaient ce qui se passait dans la salle. Ça s'arrête. Affolement général national. Des jeunes, plus de 1000, se sont portés pour entourer le palais d'un congrès. Et alors, dans la salle, quelqu'un avait un transistor
téléphone transistor que nous avons ouvert quand il va état. Voilà. Et c'est grâce à ce transistor, à cette radio, que nous avons pu écouter le décret de suspension de notre conférence nationale souveraine par le chef de l'État. Quand les délégués ont entendu comme un seul homme, ils se sont levés. Faut si nous sceller, faut si nous sceller, faut si nous sceller. 3 fois. Alors je dis bien. Et s'il vous plaît, vous voulez, voilà, le chef a arrêté nos travaux. Si vous voulez que nous quittions ainsi, dites-le moi, mais je proposerai que nous tous, nous fassions, nous élisions aujourd'hui le Premier ministre. Tous ont dit oui. Alors on s'est mobilisé pour recueillir les noms et faire les élections. Voilà une grosse difficulté. Cette conférence nationale aurait pu finir en queue de poisson, mais par notre persévérance, nous avons pu élire le Premier ministre à la personne de Maître Kofi-Gou. Et j'ai téléphoné à 3h du matin au chef de l'État pour le lui dire. Voilà un peu pour la conférence. J'abrège pour que nous puissions tenir dans le temps. Deuxième phase des difficultés, bien sûr, le chef de l'État nous a très bien reçus avec le Premier ministre et le gouvernement nouveau a proclamé une semaine d'action de grâce parce que tous étaient contents, y compris le chef de l'État. La période la plus difficile, c'est le Haut Conseil de la République. C'est quoi le Haut Conseil de la République? C'est une instance née de la conférence nationale pour prendre les dispositions et créer les organismes et les formalités, dispositions nécessaires pour pouvoir aboutir à la démocratie. Et parmi les travaux majeurs confiés au Haut Conseil de la République, c'est la Constitution de 1992 dont il est question aujourd'hui. Alors, je l'explique rapidement. Le Togo, jusqu'ici, n'avait pas de constitution. Le président gouvernait avec des décrets et conseil de ministres et décrets. C'est avec la démocratie que le nouveau gouvernement a demandé au Haut Conseil de nous doter d'une constitution. Cette constitution a été faite pendant des moments assez houleux où les délégués et les conseillers discutaient en toute liberté. Et ils ont pondu donc cette constitution qui, objectivement, est la plus parfaite des constitutions que le Togo ait eue. Quand nous l'avons présentée au chef de l'État, il en était très content. Et lui-même a dit qu'il préfère encore que le peuple se prononce là-dessus. Et il a soumis au référendum de tout le peuple togolais. Le résultat a été positif. Les Togolais ont répondu à 98% oui pour cette constitution. Donc, nous pouvons appeler cette constitution la constitution du peuple, la voix du peuple. Or, il y a dans le monde civilisé un proverbe qui dit « Vox populi, vox Dei ». La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, on a pris cette constitution. Mais c'est plus tard, en 2002, qu'ils ont senti pourquoi qu'il fallait toiletter
C'est-à-dire modifier cette constitution. J'abrège pour que vous ne soyez pas trop fatigués. Mais c'est là le problème que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi cette constitution a-t-elle été toilettée et les éléments qui ont été enlevés sont les éléments clés de toute constitution démocratique. L'élément clé, c'est l'alternance. Toute constitution démocratique postule l'alternance du pouvoir. Et puis, deuxièmement, élection libre à 2 tours. Voilà les 2 points clés qui ont été supprimés et qui sont cause de malheur jusqu'à aujourd'hui. J'arrête. Et je fais un autre bond en avant. Par conséquent, une fois que cette constitution a été soumise au référendum et acceptée, que vient-il faire encore? Que veut-on faire encore? Le Haut Conseil a programmé les campagnes démocratiques. Voilà. Campagne. Le mot peut-être n'est pas technique, comme je dis. Comment? Oui, préparer les élections. Donc, tous les délégués, tous les candidats allaient dans tous les coins du pays pour pouvoir la caravane. Voilà, la caravane démocratique. Ils sont partis. Mais alors, encore c'est un échec. À Bassar, il y a eu des troubles. À Totoubois, des troubles. À Soudou, alors, c'est le comble. Il y a donc un attentat où le docteur Atidépé a été tué net. Et Gilles Christ, qui était le candidat furieux alors, a eu 13 balles de logé dans son corps. Il a été sauvé de justesse par un avion envoyé par Houphouët-Boigny. Alors, cela a été encore un choc pour les hauts conseillers. Troisième choc. Le troisième choc, c'est nos frères les militaires qui sont venus nous agresser, nous prendre en otage. Pendant que nous étions au mois d'octobre en train de délibérer et de travailler, ils sont venus, ils ont d'abord frappé, mais comment l'appeler, mes gardes-corps, désarmés, et puis ils ont exigé que nous signions un document pour dire que ils veulent leur argent. C'est-à-dire quand nous étions tous impétés, tout le monde a cotisé. Alors il dit, cet argent, le Conseil national souverain l'a bloqué dans des problèmes de banque. C'est pourquoi eux autres, ils disent qu'ils veulent leur argent. Il faut que je signe en tant que président. Ça n'a pas été facile, mes amis. On m'a envoyé dehors, et puis fusil contre moi, et avec toute une scène, nous sommes revenus et ils ont demandé que ce texte soit fait en 20 minutes. J'ai dit à mes gens, débrouillez-vous, faites vite, nos frères sont là et ils risquent d'eux. Tout le monde était en silence. Ils ont produit le texte. Je voulais le lire, ils me l'ont arraché, nous aussi nous savons lire. Ils l'ont lu et puis me l'ont donné pour que je signe. Et ils ont dit qu'une fois que je vais signer, ils vont nous laisser sortir. J'ai beau signer le document, ils nous ont regardé. Pendant 27 heures, j'informe le chef de l'État, j'informe le Premier ministre, mais ils disent qu'ils ne savent rien, que c'est des éléments incontrôlés de l'armée. Donc, nous étions vraiment ainsi. Vous voyez? Donc, c'est une partie de nos frères militaires qui s'est insurgée pour casser la décision de bloquer l'argent pour l'intérêt de tout le pays. Avant cela, c'est encore le RPT ancien qui a été dissous par la Conférence nationale souveraine qui veut faire un congrès. Nous avons dit non. Si vous voulez faire un congrès,
changer de nom. Voilà, nous ne refusons pas que vous aimiez toujours ce parti, mais comme maintenant c'est le pluripartisme, vous devez changer de nom, apporter vos statuts au ministère de l'Intérieur. Au lieu de RPT, dites par exemple NRPT, Nouveau Rassemblement du Peuple Togolais, ou bien RDPT, Rassemblement Démocratique du Peuple Togolais, et on a la paix. Il dit non, si vous ne nous permettez pas de garder RPT, nous allons lutter jusqu'à la mort. Et c'est ça qu'ils ont fait. Le Premier ministre était en voyage en France pour saluer ses maîtres. Et le 2 décembre, quand il revenait, il est arrivé le 2 décembre et le 3 décembre, bombardement de la primature. Pour quelle raison, mes amis? Vous-même, vous voyez. Nous sommes tous démocrates. On a été tous RPTistes. Maintenant que nous ne sommes plus tous RPTistes, si vous voulez garder le nom RPT, changez un peu sigle. NRPT ou bien RDPT. Il dit non. Et à cause de ça, appuyés par les militaires, ils ont bombardé la primature. Ça a été le traumatisme pour nous tous. Et le Premier ministre s'est rendu. Quand il a vu tant de morts, il s'est rendu au président Eyadema. Alors, certains, j'ai répété, commençaient à chanter. Olé, Kofigo, olé, Kofigo, ah. C'est-à-dire la bataille continue. S'ils ont perdu, ils ont gagné au niveau de Kofigo, mais au niveau de Pozo, président du Haut Conseil de la République, je maintiens le flambeau. Et j'allais voir le chef de l'État pour qu'on continue ce travail-là. Mais avant ça, j'ai dû fuir le Togo, passer par Ghana pour arriver au Bénin et informer le Saint-Siège, le pape, de ce qui se passe. Et pour revenir au Togo, le président Soglo a demandé à une délégation, l'ancien président Maga, avec le ministre de l'Extérieur et Monseigneur de Souza, de me ramener sain et sauf chez Eyadema. Il m'a très bien reçu. Il m'a seulement demandé de ne plus parler à la radio. Parce que quand les militaires entendent ma voix à la radio, ils s'énervent. Bon. Mais ce jour-là, le HCR avait reçu une délégation de parlementaires de la CEDEAO dans l'après-midi. Et je me suis rendu à la réunion et c'est moi qui dois tenir les discours et tout. Alors quand les militaires ont entendu la voix, ils ont dit la voix électrique de mon Pozo, comment bouger. C'est Eyadema même qui a dit allez, taisez-vous. Pas de désordre. Et ils se sont tus. Voilà un peu ce que. Donc, lui-même voulait que nous réussissions, mais il y avait des contradictions dans son comportement pour nous. Et ce qui nous a le plus énervé, c'est que notre Premier ministre, Kofigo, une fois qu'il a eu le choc de l'armée, c'est fini, il collabore et nous méprise. Voilà. Alors donc, les hauts conseillers ont dit, puisque nous avons le pouvoir de déposer le Premier ministre, on va le faire. Alors, nous sommes partis à l'hôtel de la paix pour ce jour-là. Mais en y allant, nous avons rencontré, on a placé des chars d'assaut ont été diligentés sur notre route pour empêcher les hauts conseillers d'aller à cette réunion. Mais alors, une foule immense était pour nous. Qu'est-ce qu'elle a fait? À la bifurcation, c'est-à-dire le boulevard circulaire, à l'endroit où le boulevard circulaire rencontrait la route d'Anéhon. Voilà. Il y avait 3 chars qui étaient passés là-bas pour que nous, qui prenions de la marina
pour aller à l'hôtel de la paix, ne puissions pas. Mais la foule était tellement décidée que la voiture dans laquelle moi j'étais, avec 3 membres de hauts conseillers, ils ont pris la voiture, l'autre côté, 60 mètres. Deuxième voiture, même chose. Troisième voiture, 5 voitures. Et les militaires ont croisé les bras pour regarder ça. Parce que c'était plus fort qu'ils ne s'y attendaient pas. Voilà, donc, c'est ainsi que nous avons été à l'hôtel et c'est les jeunes qui faisaient la discipline. Allez, taisez-vous, on les voit donc, vivons-nous. Et puis alors, on a pu déposer, d'abord démissionner le Kofigo. Et quand je suis sorti avec ma voiture, les jeunes me suivaient au pas depuis l'hôtel de la paix jusqu'à mon domicile à Nyekonakwe, tout près de l'église des sœurs. Voilà ce qu'on a vécu. Le Togo était en effervescence. Alors maintenant, il fallait élire un nouveau Premier ministre. La constitution d'alors, du temps de transition, dit que c'est le Haut Conseil seul qui a la prérogative d'élire le Premier ministre. Mais nous avons dit non, nous n'allons pas faire ainsi. Nous allons voir le chef de l'État pour qu'ensemble, on élise quelqu'un qui soit accepté de part et d'autre. Voilà notre bonne volonté. Et c'est moi qui suis chargé d'aller voir le chef de l'État en tant que président du Haut Conseil. Je l'ai rencontré 5 fois. Et chaque fois que je proposais des noms, il n'acceptait pas. Il avait toujours à me dire. Pour la 6e fois, j'ai dit non, monsieur le président, aujourd'hui, si vous n'acceptez plus, nous élisons nécessairement notre Premier ministre. On va l'élire. Parce que notre bonne volonté est là. Allez me dire, monseigneur, aujourd'hui, je vous donnerai la réponse. Je l'ai quitté à 10h. À 11h30, il m'envoie un courrier qui pratiquement est un tract, parce que ça n'a pas été signé. Et ce courrier portait en titre, gros titre, le gouvernement de Maître Kofigo est le gouvernement légitime. Alors, mes amis, voilà le dilemme dans lequel nous nous sommes trouvés. Le chef de l'État remettre le siège, celui que nous avons déposé. On a vu que non. Ici, il y a mauvaise volonté. On ne peut pas collaborer. Alors, ayant su cela, je me suis mis à devoir d'arrêter la grève illimitée que les partis politiques, les syndicats, tout, ils ont décrété une grève illimitée. Il a dit non, ça perd le pays. Et je suis allé voir d'abord Houphouët-Boigny pour lui demander d'intervenir pour que cette grève s'arrête. Il m'a félicité, mais il dit qu'il était malade. Dès qu'il se sentirait bien, il va le faire. Alors, je me suis mis en train de parler à chacun des chefs de partis politiques pour qu'on arrête. Le jour où je devais recevoir M. Barquet, qui représentait le RPT, je lui ai donné rendez-vous à 9h. À 8h, 3h du matin, le nonce apostolique était chez moi et je le raccompagnais dehors, sur la rue. Quand on a ouvert le portail, nous avons vu un groupe de jeunes de Nyekonakwe amassés dans la rue. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le nonce, lui, il est parti. Mais de plus en plus, le bruit s'intensifiait. Et alors, mes gardes du corps s'étaient étonnés et ils ont ouvert de nouveau le portail. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? 5 camionnettes bâchées, pleines de militaires, qui venaient vers notre résidence, notre domicile. Alors, ils ont sifflé, les jeunes se sont mobilisés et ils les ont mis en fuite. Après eux, arrivait une voiture
C'est la voiture du ministre lui-même que moi j'attendais à 9h. Il est déjà 9h moins 5. Mais quand les jeunes l'ont vu, ils se sont dit, mais c'est lui, mais c'est lui. Son chauffeur a été d'une habileté extraordinaire. Et il a pu s'échapper. Mais les jeunes lui ont arraché un document qu'il avait en main. Un document. C'était un bloc-notes. Bloc-notes vierge. Eh bien, à la première page, la seule chose qui était écrite, c'est le dessin de la maison des sœurs de Nicolas Pouet, avec les murs, les cloisons et les 5 portes. Porte école, porte chez les sœurs, entrée latérale et du côté de l'école, une autre porte. C'est tout ce qui était là-dessus. Alors, ils me l'ont apporté. Le téléphone sonne chez moi. Je prends le téléphone. C'est monsieur le président. Mais monseigneur, mais où est mon ministre? Il dit, mais monsieur le président, je l'attends chez moi. Mais je vois qu'il y a eu un attroupement dehors. Où est mon ministre? On lui a arraché un document important. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Monsieur le ministre, monsieur le président, je ne sais pas. Mais les enfants me disent qu'il y a eu des camions de militaires qui étaient venus. Qui a envoyé les militaires? Monsieur le président, moi je ne sais pas. Ça c'est grave. Bon. Alors, toute la journée, mouvement dans la rue, on brûle les pneus, et tas du soir. Et vers 15h, l'ambassadeur de France m'interpelle. Monseigneur Kwazou, sortez pour vous monter dans la rue. Parce que les gens ont dit que vous avez été assassiné. Ouais, elle dit, mais non, je suis bien vivant. Mais sortez pour calmer le jeu. Hein? Un mouchoir blanc pour dire que vous êtes vivant. Et donc, merci, monsieur l'ambassadeur. Alors, j'ai prié mon directeur de cabinet, monsieur David. Monsieur David, va calmer les gens. Leur dire que je ne suis pas mort. Et c'est ainsi que David a sorti son mouchoir, se dit, et les gens se sont... Voilà un peu les drames que nous avons vécus. Eh bien, et suite à ces incidents-là, les militaires ont occupé la salle de la réunion habituelle des hauts conseillers. On ne pouvait plus avoir accès là-bas. Alors, c'est mon petit domicile de chez les sœurs où nous faisions les réunions les plus politiques. Et c'est la même période où 2 ministres de Bâche, un Français, ministre des Affaires étrangères, et l'Allemand, son homologue allemand, sont venus pour voir ce qui se passe au Togo. Le chef d'État les a reçus à Pia toute la journée, alors qu'il devait voir aussi le Haut Conseil. Il les a reçus à Pia toute la journée jusqu'à 18h. Et ils ont pris l'avion depuis Pia pour venir à Lomé. Pendant ce temps, depuis 4 heures de temps, le Haut Conseil a mobilisé une foule énorme, une foule immense, en habit blanc, avec des bougies à la main, pour manifester la paix et prier les 2 ministres de collaborer du service d'intermédiaire pour qu'on ait la paix. Eh bien, ils attendaient là-bas lorsque les forces armées, certains par hélicoptère, d'autres par voiture, ont tiré dans la foule. Voilà ce qu'on a vécu. Les Français, les ministres arrivent, les gens ont été dispersés, mais moi, je me suis organisé pour les recevoir dans mon bureau. Et c'est pendant que je leur expliquais l'accueil et ce que nous vivons, c'est pendant ce temps-là que on a amené fraîchement abattu 5 cadavres
dans la cour des sœurs. Et les ministres ont vu ça, ils ont changé de couleur. Comment? Donc le Togo n'est pas ce qu'on leur dit. Donc, dès le lendemain, ils sont partis. Ils ont fait un crochet à l'hôpital pour découvrir d'autres cadavres. Donc, c'était vraiment, la situation était très tendue entre Haut Conseil et chef de l'État. Parce que l'exécutif nôtre, qui est Kofigo, s'est déjà rendu, quoi. Alors, c'est le Haut Conseil qui luttait. Mais la victoire du Haut Conseil, c'est la Constitution. C'est la seule chose qu'il a réussi à produire pour la nation. C'est pourquoi elle y tient. Et permettez que je dise que je suis le père, le papa de cette Constitution. Et je peux vous le dire que c'est la meilleure Constitution du Togo. Pourquoi donc, des années après, on la modifie? C'est là une explication que je vais vous donner d'après des informations sûres que j'ai. C'est que, vous m'excusez beaucoup, nous sommes la majorité de chrétiens dans ce pays. Il s'est fait que nos chefs d'État, depuis Olympio jusqu'à Bruniski et jusqu'à Yadema, ont tous pratiquement pactisé avec les esprits. Voilà. Ont tous pactisé avec des esprits mauvais. Ah, Sylvanus Olympio, il a été conseillé ceci. La Bible, ça fait des blancs. Hein? Si tu veux sortir des mains de blancs, toi, ne prends pas la Bible. Va y prendre ton bio, parce que féticheur, c'est authentique. Ce n'est pas une affaire inventée. Comment a-t-il fait? Moi, je ne sais. Mais de toutes les façons, il n'a pas pris la Bible. Il a fait autre chose. Bruniski, c'est un métis. Mais il était, lui aussi, très enclin aux affaires de la tradition païenne. Et un témoin a suivi une cérémonie nocturne dans laquelle il a fait enterrer vivant une personne à un endroit, il ne veut pas donner le nom. Mais c'est authentique parce que la personne qui l'a livré et affirmé était un Français, lequel était en difficulté avec sa propre femme. Et quand la femme est morte, alors on l'accusait de l'avoir tuée. Il dit, ah bon, vous m'accusez d'avoir tué ma femme. Et vous-même, tel jour, cette nuit-là, à tel moment, celui que vous enterriez vivant, moi j'étais sur ma fenêtre et je suivais tout. Donc, ce n'est pas des affirmations gratuites. Et c'est Olympio qui a éteint la querelle en trouvant un équilibre pour donner un nom à la fois africaine et européenne au monument. Sous le président Yadema, alors là, c'est le rendez-vous. Tous les esprits, tous les légbats, je m'excuse de vous le dire, je suis homme de Dieu, c'est plutôt sur eux qu'il a assis son pouvoir. Voilà. Et il a eu l'assurance que les esprits là vont le blinder. Personne ne pourra le bouger. Ça durera jusqu'à tel moment. Après, si c'est son fils qui vient, il faut que le fils renouvelle les mêmes pactes. Chaque année, ça se fait. Voilà pourquoi, quitter le pouvoir, alors, les esprits doivent faire comprendre. Nous sommes prêts à te maintenir au pouvoir tout le temps. Mais si toi, avec ta constitution là, tu admets le changement, chaque 5 ans, on se lave les mains. On se lave les mains. On ne te gardera plus. C'est pourquoi, lui, il a enlevé de cette constitution, Vox Dei, la voix de Dieu, ce que les esprits qui lui assurent la possession
leur demandé de faire. Et c'est pourquoi il n'a jamais voulu quitter le pouvoir jusqu'à sa mort. Et c'est pourquoi son successeur, sachant le fait, aussi ne veut pas quitter. Voilà la raison profonde de tous les soulèvements. Pourquoi dire alternons, c'est démocratique. Je ne suis pas plus saint que les autres prêtres ou évêques, mais le Seigneur m'a confié une mission. Ce que nous souffrons maintenant et que notre chef d'État ne veut pas quitter, je crois qu'il s'appuie sur les forces mystiques et les forces occultes qui ont protégé son papa. Moi, je suis chrétien évêque. J'appuie tout ce qu'il demande, qu'il s'en aille. Il ne doit plus renouveler son mandat. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il quitte aujourd'hui, non. Qu'on le laisse finir le mandat en cours. Mais en 2020, non. Parce que on a dit oui au diable pour que la durée soit indéterminée. On a dit non à Dieu pour l'alternance, voulu par le Seigneur et la démocratie. Alors moi, en tant qu'évêque chrétien catholique, j'appuie pour que le pays se libère. Mais je n'appuie pas seulement avec la bouche. Mais hier, j'ai demandé au Seigneur de nous assister. Et de 11h à 3h de la nuit, nous avons pratiqué l'exorcisme pour libérer le Togo de tous les démons que nos dirigeants politiques ont fait venir et qui font que les Togolais ne se comprennent pas. L'entêtement à ne pas quitter le pouvoir, c'est diabolique. Le diable dit, si toi tu quittes, nous t'abandonnons. J'ai des raisons vraiment sûres et certaines sur lesquelles je m'appuie pour affirmer que le Togo est sous la tutelle de Satan et qu'il faut le délivrer complètement. Voilà, je vous ai assez embêté, mais le fond de la pensée, ce qui fait que les gens font des démarches, cette histoire-là, ils ont tout à fait raison. Mais ce qu'ils demandent, départ dans l'immédiat, je dis non. Il faut laisser au chef de l'État terminer complètement, dignement, le mandat en cours, c'est terminé. Nous retrouvons notre Constitution qui a dit sur ce point, en aucun cas, un chef d'État ne doit faire plus de 2 mandats. Ils savent pourquoi ils ont dit, en aucun cas. Par conséquent, prions et pour que cela se réalise, pour que notre pays soit réellement un pays démocratiquement libre qui travaillera pour son avancée et pour le développement intégral de ses enfants, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous sommes tous frères. Il ne faut pas que certains, au nom du diable, se croient supérieurs et oppriment les autres. Non, le bon Dieu n'a pas créé ça. Merci beaucoup. Voilà, Monseigneur Philippe Fanoko Bodro, ancien président de la Conférence nationale souveraine, ancien président du Haut Conseil de la République, archevêque émérite de Lomé. C'est sa contribution éclairage au dialogue politique togolais. Il était devant la presse hier. Nous avons souhaité vous proposer sa réaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Appelez-moi Saint-Rigator. Demain, Taxi Presse pour la messe de vendredi. On sera avec les confrères Fabrice Petiesi, Loïc, non, pas Loïc ne sera pas là, Abi Alpha, Ferdinand Haïté et Tchanyao Arimiao. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Jack Prosper qui assure la coordination technique. Juste après nous, vous retrouverez Amen Assignon pour le journal Parler.